Sur Dijoux et le professeur Lano sont arrivés ensemble à la GLS. Mais vu la teneur des échanges, sans doute ils repartiront séparément. Je crois. Donc, la maternité pour autrui. En voilà un bel Occident, un peu comme sombre clarté ou encore orgueilleuse faiblesse, car après tout, il n'y a rien de plus viscéral, rien de plus intime que d'enfanter. Et le faire pour autrui, le faire pour une tierce personne semble en fait aller à rebours de la logique même de la procréation. Il y a ainsi peu de sujets aussi clivants, aussi sensibles que celui-ci, puisqu'il mobilise, comme il a été dit, des concepts divers et variés comme l'autonomie personnelle, le droit à disposer de son corps, l'ordre public ou encore les bonnes mœurs. Et à ce titre, nous ne pouvons que féliciter le choix audacieux, voire téméraire, du chairperson et de la directrice de la GLS, M. Luc Jambeau, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, et Mme Sijor-Biltou, d'avoir fait le pari de cette thématique et que saluer le brio avec lequel, comme à l'accoutumée, la professeure Roselyne Dijoux a exécuté cette présentation, nous brossant un tableau des plus exhaustifs de la question. Car en effet, l'exercice était périlleux. Il fallait tout le talent d'une professeure de classe exceptionnelle, rappelons-le, de la tranche de la professeure Dijoux, pour exposer toutes les subtilités d'une problématique juridique aux nombreuses ramifications, et ce, tant en droit national qu'en droit international privé. Un exercice périlleux donc, et un exercice d'équilibriste surtout, tant la question de la maternité pour autrui divise. Et elle divise à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle questionne, comme on l'a dit, la limite du consentement dans les obligations contractuelles. Ensuite parce qu'elle nous interroge sur la notion de préjudice. Et enfin parce qu'elle nous interpelle sur le degré d'interventionniste de l'État dans les relations privées. Mais rompu à franchir le Rhin et de passer du droit français au droit allemand, la professeure Dijoux a su surfer sur toutes ces questions, et ce, à l'aune du droit comparé, et nous donner à réfléchir sur des notions que l'on tient bien souvent, trop souvent même, pour acquises. Car s'il y a bien une chose que le cours d'aujourd'hui nous aura appris, c'est que le droit ne peut pas se penser en dehors des questions sociétales qui agitent notre temps. Hegel disait qu'un individu ne peut pas plus sortir de la substance de son temps qu'il ne peut sortir de sa peau. De même, le droit, s'il ne veut pas être taxé d'archaïque, ne peut faire fi des évolutions tant sociétales que scientifiques, sans quoi nous risquons de manquer le train, d'autres vont dire le métro, du progrès. Ainsi, les notions mères, si je peux les qualifier ainsi, dont notre code civil nous a longtemps bercé, se doivent d'être interprétées à l'aune de ces transformations. Et n'allons point penser que ce sont là de doc débats qui ne sont pas ancrés dans la réalité mauricienne, puisque, comme nous l'avons vu, nos tribunaux ont eu à se pencher sur cette question. Ainsi, le juriste mauricien, qu'il soit professeur, praticien ou magistrat, ne peut faire l'économie de ces questions, puisqu'il sera non seulement tout le temps confronté à ces cas, mais encore que les problématiques soulevées sont présentes dans bien d'autres espèces qui convoquent le consensualisme des obligations en droit civil, ainsi que l'identification du préjudice en droit pénal. Et c'est bien ici que l'Auguste institution où nous trouvons a son rôle à jouer. Ainsi, la GLS se voit confier une mission presque prométhéenne, si j'ose le dire, celle d'apporter et de consolider le savoir aux acteurs du droit. Ce cahier des charges, le chairperson de l'Institut, M. le juge Angot, et la nouvelle directrice, Mme Sijor-Biltou, le remplissent de main de maître. Et je tiens à profiter de l'occasion pour remercier la GLS de faire l'honneur à la Law Commission de s'associer à une telle mission. En effet, force est de constater que les différents protagonistes du droit mauricien aiment parfois se complaire dans leur précaré, peu enclin à se mettre à jour avec les évolutions jurisprudentielles et doctrinales qui agitent les juridictions étrangères. La GLS vient ainsi les bousculer dans leurs habitudes. Car l'habitude, ne nous le cachons pas,
est l'ennemi du progrès. L'habitude vient paralyser notre faculté d'auto-examen, anesthésier notre inclinaison à remettre en cause nos savoirs et tuer dans l'œuf notre curiosité. Et la JLS devient ainsi ce fossoyeur des habitudes juridiques. Il oblige le praticien à se remettre en question, à n'être plus nombriliste, et l'interpelle sur des sujets d'actualité, des sujets qui divisent. Ce qui nous ramène à la thématique d'aujourd'hui. Comme l'ont si bien fait ressentir Mademoiselle Auril et Mademoiselle Soukor, elles qui donnent raison à l'adage selon lequel la valeur n'attend pas le nombre des années, la question de la maternité pour autrui se trouve au carrefour du droit et de la philosophie, puisqu'elle constitue le parangon de la problématique qui devrait interpeller tout bon juriste, à savoir pourquoi un comportement devrait être interdit. Quelle est en effet sa ratio legis? Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Pourtant, force est de constater que plusieurs infractions gardent toujours une empreinte de moralité, voire de moraline, comme l'aurait dit Nietzsche. On s'en rend ainsi compte qu'en dépit des aspirations laïques et amorales, le droit demeure irréductiblement ancré dans la morale et dans la religion. La première n'étant bien souvent qu'un travestissement sémantique de la seconde. Cet enracinement du droit dans la morale est d'autant plus prégnant lorsqu'il s'agit d'incriminer les infractions consensuelles. L'un des arguments, certes un peu plus pernicieux, contre la maternité pour autrui, est qu'il faut protéger la femme contre elle-même. Il est difficile de ne pas entendre ici résonner les sirènes du patriarcat, qui prétendent mieux connaître que la femme ce qui est bon pour elle. Partout, en effet, où la botte de l'oppression s'est appuyée sur la gorge de la liberté, elle s'est drapée des meilleurs sentiments. Quand l'oppression avance souvent masquée et emprunte la forme d'un paternalisme sournois. Un tel argument, n'en doutons point, constitue une pente glissante, puisque qui est juge de ce qui est meilleur pour une personne? C'est là le ressort de la morale, de l'intime conviction, et devrait, du moins dans un État laïque et libéral, ne point sortir du champ intérieur de la conscience pour pénétrer celle de la répression légale. Autre argument qui a été soulevé, c'est la dérive si une telle pratique était faite à titre onéreux. Les personnes dans un état de vulnérabilité financière se sentiraient ainsi contraintes, selon les détracteurs de la GPA, de louer leur utérus en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. Mais un tel argument pourrait s'appliquer à n'importe quel service ou pratique, et si tant est que l'on croit dans les vertus du droit, c'est bien en l'espèce que la loi devrait s'appliquer, afin de limiter les dérives tout en n'empiétant pas sur la liberté individuelle. Mais le cours d'aujourd'hui n'avait pas pour objectif d'épuiser un tel sujet, ce serait bien présomptueux, ni d'asséner des vérités, ce serait bien arrogant, mais uniquement de porter à l'attention de l'audience l'état du droit sur la question et les débats doctrinaux qui bouillonnent autour de cette problématique. Et surtout de donner à réfléchir pour que chacun puisse après prolonger la réflexion. Et en ceci, j'ose croire que la JLS, encore une fois, sous la faible de son président et de sa nouvelle directrice, et avec le concours de la professeure Djijou, a su relever le défi, et en cela, nous ne pouvons que les en féliciter. Je vous remercie.